Le bateau avec l'homme à bord flottait solitairement sur les vagues. Il y avait un brouillard très dense sur l'eau, et la vue de la surface de l'eau était minimale. Pipucci agite désespérément ses rames. Il doit se mettre à l'abri, là où se trouve son apprenti. Il venait d'échapper à la mort, mais le poison avait encore pénétré dans son sang, et l'homme sentait le venin se répandre lentement dans son corps. Il sortit le précieux jeton de sa tunique. Le chemin de l'homme menait à l'endroit où se trouvait Andon, et le guerrier espérait qu'il pourrait atteindre le village avant de mourir. Une silhouette sombre est apparue à l'horizon. L'homme a d'abord cru qu'il avait des hallucinations à cause du poison. Pipucci se rendit compte que ses ennemis l'avaient rattrapé, fronça les sourcils et se ressaisit. Entouré de gardes, une femme se tenait à la poupe du navire. L'homme ne pouvait la voir mais entendait sa voix mélodieuse, heureux d'avoir rattrapé le guerrier. Alors qu'il s'approchait à une distance visible, la femme a assuré à l'homme dans le bateau que leur affrontement prendrait fin à ce moment-là et a proposé de se rendre. Le guerrier ne voulait pas entendre les menaces qui sortirent de sa bouche, il savait très bien qui était cette femme et ce qu'elle était devenue. Criant des malédictions à l'encontre de sa connaissance, l'homme toussait, endurait, sachant qu'il n'était plus en mesure de lui résister et de rester en vie. La femme reconnut qu'elle avait fait de nombreux efforts, mais en vain, et lui suggéra à nouveau d'accepter simplement son destin, car alors M. Juchot favoriserait le guerrier. L'homme a été irrité par les propos de Chini, qu'il a qualifié de traîtresse assoiffée de pouvoir. Elle n'a pas nié, elle a juste souri, et un petit rire sardonique s'est glissé sur ses lèvres. La femme a dit que le monde changeait, que c'était l'ère de M. Juchot, et qu'elle s'adaptait simplement à la situation. Pipucci savait que son escadron sous Razo avait été vaincu par CS traître, mais le familier a décidé de faire pression sur lui en le lui rappelant. Chini et elle étaient autrefois du même côté, avançant vers le même objectif, mais cette époque est révolue, et la femme n'a plus aucune affection pour son ancienne collègue. L'homme rassembla toutes les forces de son corps affaibli et donna le dernier coup, espérant écraser ses adversaires. Une vague de puissance engloutit Pipucci et il se dirige vers le pont du navire ennemi. La femme est surprise. Elle était persuadée que le guerrier avait épuisé toutes ses forces et qu'il était maintenant complètement inoffensif. Le visage de l'homme se contorsionne de rage, de douleur et de désespoir. Il veut mettre fin à leur conversation futile et n'a aucun espoir de survie. Une puissante vague de force s'abattit sur la poupe du navire, les planches se brisant une à une en éclats inutiles. C'est la panique sur le bateau. Les gens courent sur le pont et la femme est furieuse. Elle a tort. Le guerrier a encore beaucoup de force. Chini décida alors que les négociations avec son ancienne connaissance étaient rompues et ordonna à ses mercenaires de tuer l'homme. Les événements de cette histoire se déroulent au royaume de Hon, dans la province de Namha, par une belle journée ensoleillée. Au bord de la mer vit un simple villageois, Jinbek, avec sa petite sœur et un grand-père très strict. Aujourd'hui, il lui est interdit de quitter la maison, mais le désir de profiter de cette belle matinée est plus fort que toutes les inhibitions. Alors il ouvre prudemment les portes et saute dans la cour. Le garçon traversa la cour comme un chat des bois, passant silencieusement d'un pied à l'autre, ce qui n'était pas la première fois qu'il faisait ce tour de passe-passe. Mais ce n'est pas suffisant, car sa sœur le voit et lui demande où il va. Jinbak était confus. Il ne s'attendait pas non plus à ce que quelqu'un surprenne sa fuite, alors il s'est retourné en souriant largement à la jeune fille. Midan rappelle à son frère que son grand-père lui avait dit de rester à la maison et qu'il avait décidé de s'enfuir à nouveau. Le personnage a commencé à raconter à sa sœur qu'il n'allait pas du tout s'enfuir, mais que le père de Bekbang était décédé et qu'il était en route pour soutenir un ami. La jeune fille a fait remarquer avec reproche que c'était la raison qu'elle avait donnée le mois dernier et que son frère avait trouvé quelque chose de nouveau. Cette fois-ci, la sœur était déterminée à ne pas laisser le garçon sortir de la maison parce que le grand-père serait en colère et qu'il n'avait pas vraiment de raison de partir. Mais Jinbak ne serait pas lui-même s'il n'essayait pas. Il a décidé de soudoyer la jeune fille en lui promettant de lui acheter un beau miroir au bazar. Et pour convaincre Midan, il lui proposa de lui apporter des friandises sur le chemin du retour. La jeune fille avait un penchant pour les sucreries et commença à hésiter. Ayant obtenu de sa sœur 3 heures de temps libre hors de la maison, le garçon se précipite vers la porte et, sans regarder devant lui, s'est écrasé sur quelque chose ou quelqu'un de très grand. Jinbak se frotta l'arête du nez, surpris par la taille de l'homme qui le dominait. C'est son grand-père qui fronce les sourcils en voyant son petit-fils sur le point de désobéir une fois de plus à un ordre. Le garçon se rendit compte que cette fois, son grand-père ne lui pardonnerait pas sa désobéissance et regarda l'homme avec crainte. Comme on pouvait s'y attendre, le grand-père s'est mis en colère plus que d'habitude et a commencé à lui crier dessus, lui reprochant l'absurdité de Jinbak tout au long de la journée. L'homme voulait que son petit-fils soit utile à la famille, et s'il ne restait pas assis, il pourrait commencer à chasser, comme le fait l'homme lui-même. Le grand-père s'est mis en colère, a pris un bâton et a décidé d'éduquer son petit-fils en le battant comme le veut la tradition. Jinbak esquiva du mieux qu'il put, réussissant à répondre à l'homme que la chasse n'était pas son rêve et qu'il n'avait aucune envie de chasser.
Au crépuscule, l'homme a réussi à sortir de la maison et s'est dirigé vers la côte. Assis dans le sable, réfléchissant à sa vie, le garçon pense que son grand-père est trop dur avec lui. Après tout, Jinbak n'est plus un petit garçon depuis longtemps. Né dans ce monde, le héros voulait vivre une vie incroyable. Il s'ennuyait insupportablement de vivre comme il le faisait maintenant. Dans ses rêves, le garçon pensait pouvoir étudier les arts martiaux et devenir le plus fort des guerriers, nécessairement assis dans la peau d'un animal sur un cheval noir. Je parcourais le monde pour attraper des crapules. Son nom entrerait dans l'histoire. Cette pensée fit sursauter le garçon qui se leva d'un bond. Il pouvait rencontrer une femme, vaincre le scélérat qui lui avait fait du tort, et elle l'appellerait un incroyable gentleman, et le supplierait de lui dire son nom. Par décence, ce type devrait avoir la décence de dire que son nom ne vaut rien. Mais elle a insisté et il a dit qu'il s'appelait le dragon de feu de l'armée céleste de Jinbek. Ce pourrait être le début de l'histoire du grand guerrier Jinbak, rêva le garçon. Soudain, il est éclaboussé par une vague. Si soudainement que le héros n'a pas le temps de réagir et recule pour ne pas mouiller ses vêtements. L'immersion dans l'émotion a diminué avec la vague, le rêve des vêtements mouillés n'était plus aussi vif. Jinbak revient à la réalité et regarde d'un air hébété vers le rivage. Le corps d'un inconnu est rejeté sur le rivage par la vague, le visage couvert de blessures et d'écorchures. Ce n'était pas tous les jours qu'on jetait des gens à la mer, et c'était la première fois que cela arrivait, d'après les souvenirs de Jinbak. De la poche de poitrine de l'homme se trouvait un insigne doré sur un ruban rouge, portant des symboles incompréhensibles. Tôt le matin, les serviteurs du palais s'inclinent respectueusement, tandis que le chancelier se rend dans les appartements du seigneur. L'homme est ambitieux, arrogant et très cruel. Les serviteurs du palais ne craignent que son ombre. Le méchant aimerait bien s'essayer au rôle de chef, mais pour l'instant, il doit jouer le serviteur loyal et se prosterner devant le garçon, ce qui irrite l'homme. En approchant de la chambre du seigneur, le chancelier demande à haute voix si le gouverneur est réveillé, car on ne peut pas dormir quand le pays est dans un tel désarroi. Les hommes qui se trouvaient à l'extérieur des chambres du seigneur étaient horrifiés par une telle insolence. Mais le chancelier n'a pas bronché. Il a continué à dire à l'homme de s'habiller et de quitter le bureau. L'une des personnes présentes a osé faire taire l'homme, soulignant son comportement inapproprié en dehors des chambres de Sa Majesté. L'homme a commencé à dire qu'une telle chose violait les règles des relations entre sujet et seigneur, mais il n'en a pas eu le temps. D'une main, le chancelier saisit la tête de son subordonné et le soulève du sol. L'homme était en colère parce qu'un insolent avait osé élever la voix contre lui. De toutes ses forces, il projette l'homme contre le mur et celui-ci tombe sans connaissance, les personnes à proximité étant paralysées par la peur. Le chancelier entre dans la chambre du seigneur et le trouve tremblant dans son lit. Le seigneur est malade et, de l'avis du chancelier, ne peut pas gouverner le pays dignement. Il se dit préoccupé par la santé de son maître, qui se détériore de jour en jour, et lui propose d'aller se ressourcer dans le sud. Le chancelier, quant à lui, prendra en charge le pays de manière désintéressée, car il est prêt à tout faire pour l'honorable royaume et ses sujets. Les hommes qui se tenaient à l'extérieur de la chambre du souverain étaient couverts de sueur froide, terrifiés à l'idée qu'un homme aussi cruel puisse accéder au pouvoir. Le matin est bruyant chez les Jinbak. Le grand-père découvre que son petit-fils n'est pas rentré pour la nuit. Grand-père a pris son bâton préféré et a poursuivi le garçon dans la cour en lui disant que cette fois-ci, il ne bénéficierait d'aucune indulgence. Le garçon décide de se justifier en disant qu'il s'est endormi accidentellement au bord de la mer alors qu'il était allongé. Mais son grand-père ne le croit pas, soupçonnant son petit-fils de s'être à nouveau brouillé avec quelqu'un. Pour éviter tout problème, Jinbek décide de ne pas parler à son grand-père du cadavre qu'il a trouvé la nuit. Midan regardait la bagarre assis sur le porche. Ce n'était pas la première fois que son frère et son grand-père passaient du temps comme ça. L'homme n'était plus tout jeune, il était rapidement épuisé par la poursuite du garçon et de vieilles blessures faisaient des ravages lors de l'activité physique. Décide de confier au garçon une tâche, amener le cerf à la boucherie et compter l'argent qu'il a reçu de l'homme. Le héros ne voulait pas s'acquitter de cette tâche et s'apprêtait à exprimer son mécontentement. Mais en regardant le formidable regard du grand-père, il ramassa le sac de viande et s'en alla. Le bazar était bondé aujourd'hui. Les habitants et les nouveaux venus se bousculant autour des étals de marchandises diverses, et le garçon se précipita vers la boucherie. L'homme connaissait les relations tendues entre le garçon et son grand-père, il a donné l'argent pour la viande, et a conseillé au jeune homme de rentrer rapidement chez lui. Sur le chemin du retour, Jinbek veut acheter quelque chose de riche avec l'argent qu'il a reçu, et se souvient qu'il a promis un miroir à sa sœur. Mais son regard était fixé sur les personnes qui se tenaient à proximité et qui discutaient bruyamment. De nature curieuse, le garçon pousse les gens à se rapprocher de l'épicentre des événements, et fut stupéfait de ce qu'il vit. S'avançant à pas feutrés, un grand combat se préparait. Un vieil homme est allongé sur le sol, se tordant de douleur, avec un enfant en pleurs assis à côté de lui. Il y avait des hommes à proximité, tous deux énormes. L'un était un bandit local, l'autre n'avait pas de visage familier.
Le bandit a intimidé l'étranger. Il n'aimait pas que l'homme se mêle de ses affaires et voulait vraiment s'en prendre à celui qui l'avait tué. Les gens dans la foule étaient scandalisés. Ils savaient que les hooligans locaux sont très violents et ne comprenaient pas pourquoi le voyageur défendait le vieil homme. Jinbek vit l'épée dans les mains de l'homme. Apparemment, elle n'était pas aussi simple qu'elle en avait l'air, mais le guerrier serait-il capable de s'occuper de 5 bandits? L'étranger fixa le chef dans les yeux et lui dit qu'il n'aurait même pas besoin d'une épée pour affronter des gens aussi pathétiques. Les hooligans sont furieux des propos de l'homme. Ils font régner la peur dans tout le quartier. Et ceux parvenus osent s'opposer à eux. Leur chef, le plus enragé, se jeta d'abord sur l'étranger, suivi par le reste des bandits. L'homme en a assez des cris des bandits. Il expire doucement et effectue une légère manœuvre. Pendant un instant, les bandits ont perdu de vue leur cible et ont été choqués de trouver l'étranger à l'extérieur de leur cercle. Ils n'ont pas réalisé que la personne qui les précédait se trouvait soudain derrière eux. Le guerrier profite de la confusion des hooligans pour leur donner à chacun une tape sur les doigts. Jinbak n'avait jamais vu quelqu'un comme cet homme. La vitesse à laquelle il se déplaçait était incroyable. L'homme a maîtrisé les 5 hommes. La foule a applaudi car cela ne s'était jamais produit auparavant. Les gens étaient également un peu effrayés, car il semblait que l'homme n'avait même pas bougé de son siège, et derrière lui, sur le sol, gisaient des adversaires vaincus. Jinbak, pour sa part, était ravi. Il n'avait pas réalisé auparavant qu'il était possible de se battre de cette façon, et il était impressionné par les compétences du guerrier. Avant que l'homme ne soit hors de vue, il se précipite à travers la foule et appelle l'étranger. Le garçon était sûr qu'il s'agissait d'un véritable guerrier qui avait étudié les arts martiaux à Murima, ce qu'il s'empressa de vérifier auprès de l'homme lui-même. L'étranger tourne la tête pour voir à qui il a affaire et fixe le jeune homme, qui n'a pas vraiment envie de parler. Sans lui dire un mot, le guerrier fait demi-tour et poursuit sa route, mais le héros n'est pas d'accord avec cette tournure des événements. Jinbak a tourné autour de l'étranger, s'excusant et déplorant que les gens bien élevés répondent aux questions qui leur sont posées. L'enfant voyait l'enseignant pour la première fois et voulait non seulement obtenir des réponses aux questions qu'il avait déjà posées, mais aussi poser des questions sur beaucoup d'autres choses. Il ne remarqua pas que l'étranger s'arrêtait soudainement, et Jinbak lui-même fit un looping avec ses propres jambes et tomba au sol juste devant l'homme. Au même instant, tout le contenu des poches du garçon tombe, y compris l'argent pour le cerf et le jeton d'or qu'il avait trouvé la veille. Alors que le garçon compte l'argent, c'est le jeton qui attire l'attention du guerrier. N'en croyez pas à ses yeux. Pendant ce temps, Jinbak finit de compter les pièces, les ranges et ramasse ce qu'il a trouvé par terre et le met également dans sa poche. Le garçon sourit largement au guerrier, s'excuse pour sa chute et propose de dîner avec sa famille à la maison. Le guerrier saisit le garçon par ses vêtements, le secoua vigoureusement et lui demanda ce que le jeune homme faisait et d'où venait cette chose. Le héros ne comprenait pas du tout de quoi l'homme parlait, et la seule vue du guerrier à ce moment-là était terrifiante. L'étranger explique qu'il s'agit de la tablette que le garçon a cachée, mais Jinbek accepte volontiers de la lui remettre avant que l'homme ne le laisse partir. Le guerrier regarda le garçon et réalisa qu'il était trop faible pour vaincre son aîné, mais alors comment le garçon avait-il obtenu cet insigne? Menaça le garçon de son épée et lui ordonna de dire toute la vérité sur la façon dont le jeune homme avait obtenu l'objet du vieillard. Comme les jambes du garçon tremblèrent de peur, il ne pensa pas à tromper l'homme et lui dit franchement qu'il avait trouvé un cadavre sur le rivage. L'étranger écouta attentivement et n'en crut pas ses oreilles. Cela ne pouvait tout simplement pas arriver. Le guerrier secoua de nouveau Jinbak et exigea une description détaillée de l'homme, de son apparence, de ses vêtements. En entendant les détails, l'homme a immédiatement gémi. Son fils aîné avait lui aussi une 40aine d'années et portait sur le front une cicatrice en forme de croix. L'étranger lâcha le garçon et, incapable de se relever, s'écroula sur le sol en aspirant de l'air. L'homme lui demanda ce qu'il avait fait du corps et, apprenant qu'il était enterré dans la forêt de Stormwood, lui ordonna de l'y emmener. Shinny se tenait au bord de la mer et regardait sa surface changeante. L'eau était calme maintenant. La femme attendait avec impatience des informations de la part des mercenaires qu'elle avait emmenés avec elle pour cette mission et qui étaient finalement revenus. Ils ont pourtant fouillé le rivage et les environs, mais n'ont rien trouvé, ce qui a exaspéré Madame Shinny. La femme est persuadée que le corps de sa vieille connaissance a dû être rejeté de ce côté du rivage. Il ordonne aux soldats de fouiller tous les coins du village, car s'il n'y a aucune trace de l'homme sur le rivage ou dans les environs, il a peut-être survécu. La forêt de Stormwood était paisible. Le soleil approchait de son coucher, ses rayons illuminant les troncs des grands arbres. Le garçon conduit le guerrier à l'endroit où il a enterré l'étranger rejeté sur le rivage par les vagues. Le guerrier regarda tristement le tas de pierres empilées à la mémoire de l'homme qui était mort, ne pouvant toujours pas croire ce qui se passait. Le jeune homme a déclaré qu'il était seul lorsqu'il a trouvé l'homme et qu'il ne savait pas quoi faire, alors il a décidé d'enterrer l'étranger ici. Les larmes coulent sur les joues de l'homme qui pleure la mort de son mentor. Le guerrier place son épée à gauche et s'agenouille sur la tombe de son commandant.
Asuki avait tué son mentor et a décidé qu'il ne ferait pas demi-tour tant qu'il n'aurait pas vu le sang de la canaille de Jocho. Le garçon est surpris. Il a déjà entendu ce nom, mais il ne sait pas qui est l'homme dont le nom apparaît dans la rumeur. Le guerrier essuya ses larmes et remercia son mentor de l'avoir formé et de lui avoir enseigné tout ce qu'il savait. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, il y a eu un malentendu entre les deux hommes, et le disciple s'est également excusé auprès du vieil homme. Le jeune homme remarqua que le guerrier avait fini de dire au revoir à son commandant et s'empressa de l'appeler. L'homme pensait que le petit garçon se souvenait de lui enseigner quelque chose d'autre, mais il remarqua qu'il commençait à faire nuit, et que l'homme n'avait probablement nulle part où dormir. Alors il proposa au guerrier de passer la nuit chez son grand-père. Le guerrier ne voulait pas envisager cette option, il avait beaucoup de choses à faire et pas le temps de s'occuper de cet enfant. Mais le garçon persiste, ignore les réponses de l'homme et commence à lui dire que s'il se dépêche, ils pourront arriver à temps pour le dîner. En fait, Jinbek a vu dans sa rencontre avec cet homme l'occasion d'apprendre un art martial. L'étranger accepte la proposition et il se dirige vers la maison de l'homme, sans se rendre compte qu'un homme les observe de derrière les arbres. Serait l'un des mercenaires à la recherche d'un commandant, mais l'homme au chapeau était satisfait de ce qu'il avait finalement trouvé. Sur le rivage, Madame Chini réprimande ses subordonnés, qui ont passé toute la journée à chercher le guerrier, mais n'ont rien trouvé. La femme vit un autre mercenaire courir vers elle, et l'expression de son visage était comme si une information venait enfin d'être révélée. Demande si le guerrier a trouvé l'homme qu'il était venu chercher sur ce rivage, mais le guerrier fait un signe de tête négatif, et a poursuivi en disant qu'il avait trouvé Andun. Cette information a stupéfié la dame. La femme sourit de satisfaction. C'était la meilleure nouvelle de la journée. Sans cacher la note de joie dans sa voix, Chini dit qu'ils cherchaient du cuivre et qu'ils ont trouvé de l'or. Lorsque Jinbak arrive à la maison, il fait déjà nuit. Sa sœur et son grand-père sont sur le point de dîner, assis sur le seuil de la maison. Le garçon demande à sa sœur de préparer une ration de nourriture pour l'invité qui est venu avec lui, et un étranger se présente à la porte. Midan demanda à son frère quel genre d'homme il avait amené avec lui, et le garçon chuchota à sa sœur que ce guerrier entraînerait Jinbak aux arts martiaux. Le grand-père fixe l'homme étrange, il n'est pas heureux d'avoir un invité dans sa maison. Quelque chose inquiète le vieil homme. L'étranger se tenait debout, sûr de lui, sa silhouette ayant une allure militaire. Soudain, le vieil homme voit en ce jeune homme quelque chose de vaguement familier qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. A posé à l'invité la seule question de savoir s'il avait un lien de parenté avec Murim et a reçu une réponse affirmative. Le grand-père se lève brusquement et exige que le garçon parte immédiatement, à la stupéfaction de toute l'assistance. Jinbek prend la défense du guerrier et dit à son grand-père qu'il se comporte bizarrement avec son invité. Le garçon a également rapidement clarifié la situation, expliquant que sa venue n'avait rien à voir avec Murim, mais qu'il était venu parce que le garçon lui avait offert un endroit où dormir. Grand-père expire et fronce les sourcils. Malgré les explications qu'il a reçues, il n'aime pas la situation, il sent venir les ennuis. L'homme n'étant pas cruel, il autorise le guerrier à passer la nuit dans la maison. Mais le matin, le garçon doit partir. Andon ne comprend pas la réaction du vieil homme, mais il lui est reconnaissant de l'avoir hébergé. Grand-père s'approche du guerrier et voit la cicatrice sur sa poitrine. La cicatrice ressemblait beaucoup à une marque de sang versé. Le type s'est figé sur place, choqué. Savait que la marque signifiait que l'homme utilisait les arts martiaux, ce qui signifiait que le vieil homme était également lié à Murim. Les réflexions du guerrier furent interrompues par un garçon qui lui proposa de le conduire à la chambre où il passerait la nuit. Jinbak décida de ne pas laisser passer sa chance. Il se présenta et demanda le nom du guerrier. Il voulait connaître le nom de celui que le gars avait choisi pour être son mentor. L'homme n'a pas l'intention de se présenter, disant qu'il s'agit d'une simple connaissance et qu'ils vont bientôt se quitter. Le garçon avait remarqué au marché que sa nouvelle connaissance avait un mauvais caractère. Il n'était donc pas du tout gêné par la réponse. Jinbak a décidé d'aborder la question sous un angle différent. S'excusant de la réaction de son grand-père qui haïssait Murim, le héros a déclaré qu'il était lui-même très intéressé par les arts martiaux. Et sans perdre de temps, lui demande de lui enseigner quelques techniques, car le garçon rêve d'apprendre les arts martiaux et de devenir célèbre. Il lui fait part de son rêve, de son désir de parcourir le monde pour sauver des gens et laisser son nom dans l'histoire, mais l'étranger se contente de froncer les sourcils. Le guerrier était outré. Comment ce garçon pouvait-il penser que Murim était un enfant gâté? Il était si frivole. Jinbek déglutit convulsivement. Lorsque le guerrier lui lança ce regard, il devint effrayant. Il s'empresse d'assurer à sa nouvelle connaissance que ses rêves sont très sérieux, qu'il ne s'agit pas d'un badinage. Soudain, des bruits étranges se font entendre à l'extérieur de la porte. Jinbak est en alerte. Quelque chose n'est pas comme d'habitude. Il y a de la tension dans l'air. Le garçon a entendu l'appel à l'aide désespérée de sa sœur auprès de lui et de son grand-père. Avec le guerrier, ils ont répondu à l'appel de la jeune fille, sans comprendre ce qui se passait. À la porte se trouve un petit détachement armé qu'ils ne s'attendaient pas à voir et qui reste immobile.
Contrairement au garçon, Handun savait de qui il s'agissait et a immédiatement compris qui ces gens recherchèrent vraiment. Shinny salua le guerrier, tandis que dans son dos, l'un des mercenaires tenait fermement la petite sœur de Jinbak, lui couvrant la bouche avec la paume de sa main. Les yeux de Midan se remplirent d'or de larmes, son regard était rempli de peur et de désespoir. Le héros était furieux que ces étrangers traitent sa petite sœur de façon aussi grossière. Sans hésiter, le garçon se précipita à la rescousse de Midan. L'un des mercenaires réagit à l'attaque du garçon et lui envoie une vague de force. Jinbak ne se rendit même pas compte de ce que c'était, il regarda simplement quelque chose qui ressemblait à de la brume rouge dérivée vers lui. Au dernier moment, le vieil homme a réussi à attraper son petit-fils par le cou et à l'éloigner. Il encaissa de plein fouet le coup du mercenaire, vola sur quelques mètres et, vaincu, tomba au sol. Le garçon courut craintivement vers son parent. Il pouvait voir que son grand-père était gravement blessé par le coup. Se serrant la poitrine, le vieil homme dit à son petit-fils de se sauver, réalisant d'un coup d'œil à son invité que leur relation serait source d'ennui. Le garçon regarda son grand-père avec surprise, ne comprenant pas pourquoi il ordonnait à Jinbak de s'échapper, alors que Midan était retenu prisonnier par ses gens. L'invité du jeune homme lui a conseillé de suivre les conseils de ses aînés et lui a dit qu'il s'occuperait de tout lui-même. Le guerrier a résumé en disant que les enfants n'ont pas leur place là où il y aura un champ de bataille et des effusions de sang. Handun a dit que si quelque chose tournait mal, l'enfant pourrait mourir. Jinbak a regardé l'homme avec étonnement. Le guerrier se tourna vers Shinny pour lui demander ce qu'elle oubliait dans ce village et dans cette maison. En souriant, la femme a répondu qu'elle et son équipe avaient cherché des traces de Bipuchi, mais qu'elle l'avait trouvé, Handun. À la question de savoir si les deux hommes s'étaient vus, s'ils avaient recherché le jade ensemble, le guerrier a regardé la femme d'un air sombre. L'homme fronça les sourcils en voyant sa connaissance. Il n'allait pas répondre à ces questions, et il se rendit compte qu'à chaque question, la situation ne ferait que se compliquer. Shinny se rendit compte que le gars ne lui dirait pas un mot, alors elle décida de pousser, menaçant de tuer la fille, et la tira par le cou. La femme plaça la griffe dorée de son gantelet sur le cou de la fillette et déclara que la réponse de la guerrière déterminerait la vie de la petite fille, et attendit son choix. L'homme regarda attentivement celle qu'il considérait autrefois comme son amie. Elle était vraiment prête à sacrifier la vie de cet enfant pour obtenir ce dont elle avait besoin. Handun tenta de raisonner la femme. Après tout, l'affaire en cours ne concernait que d'eux. Il ne voulait pas qu'un innocent en pâtisse. Shinny sourit désagréablement et dit qu'elle ne veut pas laisser partir la fille, et que si elle le veut, elle devra répondre à toutes ses questions. Puis il balança sa main gauche vers le haut, infligeant à Midan de profondes blessures en forme de griffes dans le dos et projetant la jeune fille sur le côté. Le guerrier était perplexe devant la férocité avec laquelle la femme agissait. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'ils avaient appris à Murima. Jinbak se précipite au secours de sa petite sœur. Rien ne l'arrête. Pour détourner l'attention de Shinny et l'empêcher de lancer une nouvelle attaque contre des innocents, Handun a activé les arts martiaux. La femme s'est immédiatement redressée. Elle était enthousiasmée par l'atmosphère de la bataille et pensait qu'il s'agissait d'un bon point de départ. Shinny répondit par un puissant coup de poing, espérant briser le type cette fois-ci. Les deux puissances magiques s'affrontent et aucune n'est inférieure à l'autre. C'est un spectacle grandiose. Shinny dit avec un sourire satisfait, son adversaire était toujours aussi fort, le combat lui procurait du plaisir. Lorsque la poussière de la bataille se dissipa, la femme regarda devant elle avec surprise. Il n'y avait pas de Handun devant elle. C'était comme s'il s'était évaporé ou dissipé avec la poussière. Alors qu'elle regardait devant elle, ahurie, Handun tenta de la frapper par le haut, essayant de profiter de l'effet de surprise. Cependant, au dernier moment, Shinny a vu le gars et a essayé de se défendre. Le coup de poing de Handun était si puissant que la femme pouvait à peine se tenir debout. S'exclame ses subordonnés, inquiets, mais la dame donne l'ordre de ne pas intervenir dans leur combat. Jinbak, qui était resté près de ses proches blessés pendant tout ce temps, a été stupéfait par ce qui se passait sous ses yeux. Le garçon voyait pour la première fois de vrais combats, et il se demandait s'il n'était pas en train de délirer. Les mouvements des maîtres étaient si incroyables qu'on aurait pu croire qu'il ne s'agissait pas d'êtres humains en train de se battre. Handun n'était plus qu'agité. Furieux que la femme ait impliqué des innocents, il demanda si de telles méthodes étaient maintenant pratiquées par Jucho, pour le bien duquel la femme avait trahi le sien. La femme répondit avec un sourire en coin qu'elle détruirait tous ceux qui se mettraient en travers du chemin de son maître, y compris Handun. L'homme, sous l'emprise de la colère, tente de frapper à nouveau brusquement, et y parvient une décharge de force frappant la femme. Elle esquiva un coup direct, mais les griffes de son gantelet se détachèrent. La jeune fille réussit à peine à sauver ses doigts. Shinny fronça le nez de dégoût. Il ne s'agissait pas seulement de gants, mais aussi de son arme préférée, et elle ne le pardonnerait certainement pas à Handun. D'un bond, il recula, réalisant que l'homme était assez fort et pas du tout épuisé physiquement ou mentalement. La femme avait envie de battre ce type, de s'en occuper seule, et à cette idée, elle frotta ses doigts qui avaient à peine survécu.
Le combat s'éternisant, la vilaine ordonna aux mercenaires d'attaquer immédiatement et de tuer le guerrier. Le combat contre Shinny a été assez épuisant pour l'homme, mais il s'est rendu compte que la femme ne reculerait pas et qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour le tuer. Handun réfléchit au fait que son arrivée dans cette maison avait apporté beaucoup d'ennuis à la famille, et qu'il était de son devoir de faire tout ce qu'il pouvait pour gagner. Devant les yeux du guerrier se trouvait le corps immobilisé d'une jeune fille, dont la vie ne dépendait que de lui. La décision ne se fit pas attendre, l'homme savait qu'il n'y avait pas d'autre issue. Il devait affronter cette bande de sbires de gauchos au plus vite. Passant d'un pied à l'autre, Handun réfléchit à la technique qui maximiserait ses dégâts dans les circonstances actuelles. Et son choix était évident, l'homme a fait tourbillonner des vagues denses de pouvoir autour de lui. À la vue de ceux que le guerrier commençait à tisser, tout le monde autour de lui se figea de stupeur. Ce qui se passait stupéfiait tout le monde par la puissance de sa force. Reprenant ses esprits, Shinny ordonna au guerrier de ne pas laisser le guerrier terminer son tissage, car il pensait que son prochain coup pourrait être fatal à son escouade. Mais il est trop tard, Handun déclenche un coup de dragon sanglant sur ses adversaires. La puissance du coup du guerrier était si grande qu'elle fit tomber tout le monde, touchant à peine leur corps. Après avoir compris ce que l'homme avait utilisé, la dame a ordonné aux mercenaires de fuir, s'est retournée et a tenté de s'enfuir. Mais un léger retard a coûté à la jeune fille de précieuses minutes de volume, car l'attaque du dragon les a rattrapés. Elle et les mercenaires en fuite, près de la montagne. La femme tomba au sol, mais elle était vivante, ce qui la rendit heureuse, car le coup de poing de Handun était vraiment puissant. Assis au pied de la montagne, Shinny poussa un soupir de soulagement et devina qu'il s'agissait probablement d'une attaque de transformation. C'était dangereux. D'en haut, on entend un craquement, comme si un gros bloc se brisait en morceaux. En regardant par-dessus, la femme et ses compagnons virent qu'il s'agissait du sommet de la montagne qui s'effondrait. S'effondre et leur tombe dessus, sans possibilité de s'échapper, les gens sont recouverts d'un bloc de pierre. Le guerrier et le garçon regardèrent les méchants se cacher sous un tas de pierres. Jinbak était stupéfait de ce qu'il voyait. Auparavant, il n'avait entendu que des rumeurs sur l'existence d'un tel pouvoir et sur le fait que seules quelques personnes pouvaient le contrôler. Après avoir vu de ses propres yeux comment le guerrier se battait, le jeune homme a vu le concept des arts martiaux d'une nouvelle manière, ce qui l'a encore plus enthousiasmé. Handun regarda la poussière de la montagne se dissiper. Il ne savait pas si l'un de ses adversaires avait survécu, mais il y avait une autre question urgente. Il s'est tourné vers le type assis à côté de sa sœur, lui ordonnant de faire asseoir la jeune fille en marchant. Ayant atteint son but, l'homme s'assit à côté de Midan et posa ses mains sur son dos blessé. Jinbek soupira de surprise pour la énième fois. Des vagues de lumière émanaient des mains de Handun. Le garçon devinait qu'il s'agissait de la magie la plus authentique des arts martiaux, et il n'avait jamais rien vu de tel. Lentement, la lumière des mains de l'homme enveloppa tout le corps de la jeune fille d'une douce lueur, le guerrier prenant son temps. Le jeune homme ne tenait plus sa sœur par l'épaule. Elle était assise devant lui et le masque de douleur avait disparu de son visage. 1 million de pensées ont traversé la tête du garçon. Il a réalisé que si les arts martiaux étaient comme ça et pouvaient être utilisés pour blesser des innocents, alors il n'y avait rien de cool là-dedans. La frustration s'est installée. Pendant ce temps, les blessures sur le dos de Midan guérissaient lentement sous l'influence du pouvoir de Handun. Le vieil homme était allongé sur le sol et revenait lentement à lui après avoir été frappé par l'un des mercenaires. Jinbak regarda autour de lui. La dévastation les entourait. Des adversaires vaincus gisaient à proximité. Le garçon réalisa à quel point ce qui se passait était brutal. Ce combat avait coûté la vie à de nombreuses personnes. Le grand-père a finalement repris ses esprits et a rassemblé toutes ses forces pour appeler sa petite fille. La seule chose dont il se souvient, c'est d'avoir été pris dans les griffes de la folle. La jeune fille ne peut toujours pas répondre à son grand-père. Le guerrier est toujours en cours de guérison. Jinbek, quant à lui, s'exclame avec surprise que son grand-père va bien. Handun s'empressa d'assurer le vieil homme que tout irait bien, qu'il transférait le pouvoir à Midan et drainait le poison. Une grimace de désespoir se dessine sur le visage de l'homme, qui plaide pour que sa petite fille soit sauvée. Car si l'on procède correctement, le processus d'empoisonnement peut être inversé. Soudain, le tas de pierres s'ébranle et la silhouette d'une femme émerge des décombres. Shinny survit et sourit à son ennemi, la fureur et la supériorité brillant dans ses yeux. La femme ajuste lentement ses gants, l'une de ses principales armes de crime. Handun observait anxieusement les actions de cette fille traîtresse. Il ne pouvait pas retirer ses mains de la fille, car si le processus de transfert de pouvoir était interrompu, la fille mourrait certainement. La femme siffla des paroles venimeuses de mépris, stupéfaite que l'homme puisse même suggérer qu'il pourrait la vaincre d'un seul coup. Les griffes de ses gants n'étaient plus écarlates, mais d'un vert vénéneux qui terrifiait encore plus les gens ordinaires. S'exclamant qu'elle était maintenant aussi changée que l'homme, Shinny se précipita pour attaquer le guerrier. Le vieil homme est surpris, mais le garçon qui a vu la femme se lever du tas de pierres a eu le temps de se préparer et de charger son fusil.
Même les guerriers les plus forts qui maîtrisent les arts martiaux sont impuissants face à une balle tirée à bout portant. La femme tourne la tête dans la direction du tir et est surprise de voir une balle voler vers elle. D'un geste de la main, elle la jette au sol. Jinbak se dépêcha de recharger son arme. Shinny regarda dans sa direction avec une question qui était « ce garçon qui osait se mettre en travers de son chemin ». Le guerrier a essayé d'arrêter le garçon, lui a crié d'arrêter parce qu'il était dangereux de tirer sur Shinny, mais le garçon n'a pas écouté. Le jeune homme a pointé la bouche de son arme sur la femme qui essayait de tuer sa sœur, même s'il avait peur. Il avait le devoir de protéger sa famille. Shinny a vu la peur dans les yeux du garçon et a souri, notant que l'outil était inutile devant elle, mais le garçon a tiré à nouveau. Avec une expression de folie sur le visage, la femme a fait un geste de la main esquivant un autre tir. Et une vague de puissance jaillit de ses mains en direction de Jinbak. Le garçon cria. La méchante réussit à faire tomber l'homme dans un tas de pierres et fut très satisfaite du résultat, car maintenant il ne voulait plus s'en prendre à elle. Le jeune homme était allongé sur le sol, son dos et ses jambes étaient pressés par une énorme pierre. Son corps ne bougeait pas. Toute tentative de mouvement lui causait une douleur intense. En disant qu'elle se tiendrait désormais à l'écart, la femme se retourna et se dirigea vers le guerrier assis à côté de la jeune fille. Jinbak ne pouvait pas supporter de voir cette femme dérangée s'approcher de sa petite sœur. Il savait qu'il n'y avait pas une once de pitié ou d'humanité chez cette femme. La main de l'homme se mit à émettre une faible lueur dorée, ce qui le surprit et lui donna de la force. La vilaine s'approcha du guerrier. Elle décida de lui faire une dernière offre. Si l'homme retournait avec elle chez Monsieur Jucho, elle serait magnanime et permettrait à la jeune fille d'être soignée. La femme voulait que l'homme prenne la bonne décision et a décidé de le presser de répondre, laissant une griffe venimeuse sur son cou. Mais l'homme est catégorique. Il préfère mourir plutôt que de servir un méchant comme Gucho. Shinny était déçu, cet imbécile avait choisi la mort plutôt que la grandeur. Il ressemblait trop à son maître. La femme dit que puisqu'il en avait décidé ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'elle le tuerait et que la fille mourrait aussi, et elle brandit sa main griffue. Mais au cours de ce processus, la femme a remarqué quelque chose d'étrange qui l'a déconcertée. Une puissante vague d'énergie dorée fonça droit sur elle. Un instant de plus et Shinny n'aurait pas pu réagir à temps, mais elle y parvint et sauta de côté. Le vieil homme et le guerrier, ne cachant pas leur surprise, regardèrent fixement dans la direction d'où venait la puissante charge. Le garçon était de nouveau là, chancelant mais debout, et dans ses mains il y avait un fusil autour de la bouche duquel flottait un anneau d'or. Mais il ne resta pas longtemps debout un instant, et les jambes du garçon commencèrent à trembler de faiblesse. Il semble que l'homme ait été choqué par ce qu'il venait de faire et qu'il se soit effondré sur le sol, inconscient. Shinny se figea de stupeur, il semblait que le garçon était capable d'insuffler de l'énergie au pistolet le plus ordinaire. La femme se rendit compte que ce bâtard avait un réel talent qu'elle pourrait développer jusqu'à des limites inimaginables. Cependant, s'il n'est pas tué maintenant, à l'avenir, ce jeune homme doué pourrait devenir un véritable problème, plus dangereux que l'imbécile Han Dong, et donc un danger pour Monsieur Jucho. Après avoir réfléchi un moment, Shinny regarda le type et décida qu'elle allait s'occuper de lui directement, afin de ne pas perdre de temps. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, la jeune fille entend la voix du vieil homme derrière elle, qui lui demande de s'arrêter. L'homme, boitant et s'appuyant sur une canne, s'est approché et a dit qu'il avait entendu leur conversation, que la femme cherchait le jade, de venir le chercher. Le vieil homme ajouta qu'il n'y avait pas de jade divin dans ce village et qu'elle avait gaspillé la vie de 16 subordonnés. Shinny et Handun regardent attentivement le visage de leur grand-père, se demandant s'il sait vraiment où est caché le jade. La femme fut la première à reprendre ses esprits et s'exclama « Le vieil homme vient-il vraiment de dire quelque chose à propos du jade divin ?» Et l'homme confirma ses paroles d'un hochement de tête. Il regarda son grand-père, qui tenait à peine debout, comment pouvait-il être au courant d'aussi grandes choses? Shinny pensait que le vieil homme mentait pour sauver sa peau et celle de ses petits-enfants. Il ne croyait pas qu'au milieu de nulle part un chasseur puisse connaître le jade, il devait vouloir dire autre chose. Le vieil homme fronça les sourcils. Pour le bien de sa famille, il devait prouver à cette femme qu'il disait la vérité. Puis, la regardant droit dans les yeux, il lui demanda s'il savait quelque chose sur Dayopsa. La jeune fille fut surprise et le midin puant la traita en jetant un coup d'œil scrutateur à son grand-père. Shinny se demandait pourquoi le vieil homme parlait soudain d'un endroit qui avait été détruit par une secte démoniaque il y a des décennies. Le vieil homme se présenta alors à ceux qui l'avaient précédé, dit qu'il était le dernier survivant de Dayops et qu'il s'appelait Jinchu. Cette information a surpris ses auditeurs, mais l'homme était sincère. Shinny a crié à son grand-père, le traitant de menteur car elle savait très bien que tout le monde dans cet endroit était mort et que personne ne pouvait survivre. De plus, Dayops était la deuxième puissance après Shaolin, et quel que soit l'âge d'une femme, elle ne pourrait pas vaincre aussi facilement un maître expérimenté vivant là-bas. Le vieil homme déboutonne ses vêtements et montre les marques sur sa poitrine. Il complète sa réponse en disant que ce jour-là, il y a des dizaines d'années, il a perdu ses arts martiaux.
C'était la preuve du serment qu'il n'interviendrait plus jamais dans les affaires de Chunwon. Shinny ouvrit la bouche de surprise. C'était un retournement de situation inattendu. Jinshu dit que selon la légende, Shin Seoni avait créé 8 perles de jade divines et que Daeyopsa avait étudié cette légende. Même une seule perle donnait à son propriétaire une force puissante. Les documents de recherche appelés le miracle des 8 jades ont été transmis au temple de génération en génération. Mais la seule personne qui sait quelque chose sur le miracle des 8 jades après l'attaque du temple par la secte démoniaque, c'est lui. La femme écouta attentivement son grand-père qui poursuivit en disant que, d'après ce que disèrent les mercenaires et la dame elle-même, ils allaient collecter et livrer les jades au chancelier du royaume de Hong. L'homme s'avança et continua. Il semblait y avoir beaucoup de choses qu'il ne savait pas sur ces jades, sinon Jusho n'aurait pas envoyé ses hommes chercher une aiguille dans une botte de foin. L'homme rassembla ses pensées et continua. Il était prêt à guider la femme au bon endroit si elle laissait vivre ses petits-enfants. Shinny regarde le vieil homme avec intérêt. Il a beaucoup de choses à penser. La femme se rend compte que le vieil homme connaît trop de détails, ce qui signifie qu'elle ne peut pas lui mentir. De plus, l'aura qui émanait de l'homme donnait à Shinny la peur et la chair de poule. La suggestion de Jinshu intéressait la jeune fille. S'il y avait une possibilité de trouver des perles de jade sans trop d'efforts, elle voulait la saisir. Mais elle ne pouvait pas faire entièrement confiance au vieil homme. Shinny avait toujours été extrêmement méfiante. Et maintenant que le prix de sa grandeur était en jeu, elle devait être aussi prudente que possible. La femme sortit de ses vêtements une masse étrange qu'elle offrit à l'homme pour qu'il l'avale. Le grand-père regarda la fille avec une question dans les yeux. Shinny expliqua que le morceau était un somnifère noircissant. Si les cas décidèrent de la tromper, elle mourrait d'une douleur semblable à une piqûre d'insecte sur tout le corps. L'homme fronce les sourcils et la jeune fille poursuit en disant que s'il triche, ses petits-enfants mourront aussi. Le vieil homme lui répondit qu'elle pouvait être tranquille, car il n'avait pas l'intention de lui mentir, et elle avala l'étrange pilule. Han-dun regardait avec étonnement. Il soignait encore la petite fille de Jinshu et ne savait pas s'il devait intervenir. La situation et tout. Ce que le guerrier entendait était étrange. Finalement, il décide de s'excuser auprès du vieil homme, car le fait que sa maison ait été attaquée et que sa famille ait souffert aux mains des mercenaires est en grande partie de sa faute. Jinshu décida de s'excuser à son tour, car il n'avait pas été accueillant avec le guerrier et avait dit beaucoup de choses inutiles, dont le vieil homme avait maintenant honte. L'homme demande à Han-dun de s'occuper des enfants qui sont maintenant seuls. Le guerrier fait une grimace mais ne s'y oppose pas. Le grand-père regarde son petit-fils, regrette de n'avoir jamais dit à Jinbak toute la vérité sur son identité et souhaite qu'il mène une vie décente. Shinny et le vieil homme reprirent leur route. La jeune fille regrettait de ne pas pouvoir mener à bien son plan aujourd'hui et en finir avec Han-dun. C'était la volonté des cieux, pensait-elle. Son combat était donc encore devant elle, et elle s'occuperait sans aucun doute de cet insolent. Han-dong ne répondit rien, frustré d'avoir été trop imprudent et de ne pas avoir prévu les actions de cette femme perfide. La femme et le grand-père ont fait leurs adieux et sont partis. L'homme est resté avec les enfants. Le traitement progressait lentement. Il devait non seulement guérir les blessures, mais aussi éliminer tout le poison du corps de la jeune fille. La nuit dans le royaume de Hong s'est transformée en journée ensoleillée. Ses rayons brillants ont illuminé la terre. Un rayon de soleil tomba sur le visage de Jinbak, qui ouvrit immédiatement les yeux, pas encore remis des horreurs de la nuit et étourdi. Le garçon se lève brusquement du sol où il est allongé, sa sœur dormant à côté de lui. Midan dormait paisiblement, et cela soulageait Jinbak. La dernière chose dont il se souvenait était d'avoir essayé de maîtriser cette folle et d'avoir échoué. Non loin des enfants était assis le guerrier que le garçon avait ramené à la maison hier. Jinbak fut surpris de le voir ici. Han-dun regarde le garçon avec un visage fatigué, ne sachant pas quoi lui dire, et le garçon ne pose toujours pas de questions, se contentant de regarder autour de lui d'un air hébété. Le jeune homme se rend compte que quelque chose d'inattendu s'est produit, et le fait que son grand-père ne soit pas avec eux alerte Jinbak. Les hommes se retirèrent sur le rivage pour discuter, afin de ne pas réveiller la jeune fille, qui se remettait d'avoir été blessée par les griffes de Shinny. Le guerrier raconte ce qui s'est passé la nuit où Jinbak s'est évanoui, l'acte de bravoure de son grand-père, et la recommandation qu'il a faite à ses petits-enfants de mener une vie décente. Le garçon regarde le front avec stupéfaction. Il n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Son grand-père s'est littéralement sacrifié pour eux. Le garçon demanda au guerrier si son grand-père irait bien lorsqu'il tiendrait sa promesse à l'étrange femme. Han-dun n'en était pas sûr. Il ajouta que tous les désirs de Jusho étaient centrés sur le pouvoir des perles de jade et que même avec cet indice, il n'y avait aucun moyen de leur faire du mal. Le héros s'avança et tenta à nouveau de demander ce qui arriverait à son grand-père lorsque Jusho obtiendrait les pierres qu'il voulait. Le guerrier garda un silence significatif, ne voulant pas faire part au garçon de ses hypothèses à haute voix, mais son propre silence était plus éloquent que des mots.
Jinbak serra les poings, ne voulant pas permettre une telle issue pour son propre homme, mais ne sachant pas non plus quoi faire pour l'aider à survivre. Puis il s'est agenouillé devant l'homme et l'a supplié de l'aider. Le guerrier regarda le garçon avec culpabilité. Il se sentait responsable de ce qui s'était passé dans la maison de ce garçon et ne pouvait rester indifférent. Jinbek dit qu'il connaît un guerrier qui cherche lui aussi le trésor de jade et que s'il l'accompagne, le garçon pourra certainement sauver son grand-père lorsqu'ils rencontreront ce Jucho. Le garçon avait senti ce pouvoir en lui ce soir, lors de son premier combat avec cette folle, car elle aussi était de Murim, comme le guerrier lui-même. Jinbak était le genre de personne qui aurait fait n'importe quoi pour sa famille. Mais pendant la nuit où sa petite sœur et son grand-père ont été blessés à cause de lui, il a dû essayer de se racheter pour ce qu'il avait fait. Kandang, également pris de remords, a tenté de calmer le garçon en lui disant qu'il n'était pas responsable de l'incident. Mais le garçon s'est obstiné à rester sur ses positions. Les larmes montèrent aux yeux du garçon, qui se serra la poitrine en criant que s'il avait été un peu plus fort à ce moment-là, il aurait pu sauver son grand-père et Midan. Il demanda au guerrier de le rendre fort, de raconter et d'enseigner à Jinbak tout ce qu'il savait lui-même, tout ce qu'il avait fait sur le champ de bataille, afin que le garçon devienne fort à son tour et puisse tenir tête aux méchants. Baissant la tête, Handun répondit que, comme il l'avait dit plus tôt, Murim n'est pas un endroit pour les chouchous enfantins. Le garçon poussa un soupir tendu, il n'y avait pas pensé. Il avait un nouveau rêve. L'homme poursuit en disant qu'il y a des gens beaucoup plus forts que ceux qui sont venus chez lui ce soir, beaucoup plus forts que ceux dont il a entendu parler ou qu'il a vus auparavant. De plus, le guerrier a ajouté que sur son chemin, il rencontrera ces gens qui meurent comme des mouches, et que l'homme lui-même peut devenir l'un d'entre eux, s'il est prêt pour une telle vie. Des larmes coulèrent sur le visage de Jinbak, qui poussa un soupir convulsif et serra les lèvres, entraînant le bloc de pierre infernal derrière lui. Maîtrisant ses émotions, le garçon a déclaré qu'il préférait mourir plutôt que d'être incapable de protéger les personnes auxquelles il tenait. L'homme a compris les sentiments du jeune homme, l'a regardé et lui a dit sérieusement qu'à partir de maintenant, le garçon l'appellerait Handun. Monsieur Josho se tenait à l'entrée de ses quartiers. Le matin était brumeux, mais l'homme n'en avait cure. Il vit un pigeon voyageur planer dans le ciel. Lorsque l'oiseau s'est posé sur le rebord de la fenêtre, le chancelier a pris un billet dans sa patte et a commencé à lire. Le visage de l'homme s'éclaira d'un sourire de satisfaction. La nouvelle que Shini lui avait annoncée n'était pas seulement bonne, elle était géniale. Avant, je n'aurais pas pensé à ce que 16 moines de Deyopsa faisaient dans leur repère. La surprise de Jusho n'était pas limitée. Ils étudiaient secrètement le secret des Wijad. C'est ce qui inquiétait tant le chancelier. Le méchant pensait que ce Shini pouvait enfin servir à quelque chose, mais il fut interrompu dans ses pensées par un serviteur qui lui annonça que Sa Majesté avait réussi à atteindre le sud. Des souvenirs du sud lui reviennent immédiatement à l'esprit, le parfum des fleurs, la chaleur et la bonne humeur qui y règnent. Le chancelier rit malicieusement et ajoute qu'il serait bon d'y terminer la vie du jeune souverain et que Jusho prendrait sa place sur le trône. Autour du cou de l'homme se trouvait un collier de perles, et en plein centre se trouvait une énorme perle de jade qui donnait à la canaille tant de pouvoir. Le chemin de l'homme et de son apprenti menait à travers le désert, leurs silhouettes se distinguant clairement sur le sable jaune et les collines d'argile. Le visage de Jinbek était très concentré et n'exprimait pas la joie. Ce n'était pas facile pour lui de partir, et tout cela grâce à Handun qui n'a pas hésité à entraîner le garçon. Le guerrier marchait d'un pas léger, et le garçon traînait derrière lui une énorme pierre qui laissait une marque profonde sur le sol derrière les voyageurs. Jinbek était sûr que s'il continuait à marcher en traînant ce rocher, il s'évanouirait, comme il l'avait déjà dit à son mentor à maintes reprises. En réponse, l'homme s'est contenté de dire que dans les arts martiaux, rien n'arrive tout seul, que la répétition persistante est la base sur laquelle tout repose, et que si un garçon veut devenir plus fort, il doit l'accepter. Le garçon se rendit compte qu'il y avait une logique dans les paroles du guerrier, d'autant plus qu'il n'avait nulle part où retourner, qu'il avait demandé aux parents de son ami d'abriter sa petite sœur, et qu'il était obligé de devenir plus fort. Handun avait prévu de rencontrer Bipuchi à Namason, d'où il devait se rendre à Anmunson, mais il n'avait reçu aucun plan détaillé de sa part et décida donc de suivre l'ancienne route. Jinbek ne se souvenait plus comment il avait connu le nom de Jucho, qui résonnait dans son oreille, mais aucune image associée à l'homme n'apparaissait dans l'esprit du garçon. Handun expliqua au garçon que cet homme occupait le poste de chancelier sous le jeune souverain du royaume de Hong, et que c'était lui qui avait expédié son ancien maître. Le guerrier dit que l'homme n'a pas toujours été comme ça, cruel et amer, qu'il a d'abord été le soutien du vieux roi, qu'il l'a enseigné et instruit dans le bon sens, et que les relations du chancelier avec tout le monde étaient bonnes. C'est alors que Handun s'enrôle et commence à s'entraîner avec Surazo, l'unité militaire du roi. Un jour, le chancelier a reçu un compte inconnu, et l'homme a beaucoup changé depuis. Ce jour-là, son pouvoir s'est accru, il est devenu tout simplement écrasant.
Le chancelier a commencé à lancer des techniques inconnues et le vieux Goucho s'est évaporé comme s'il n'avait jamais existé. Dès lors, il commence à vouloir contrôler le monde entier et commence par exterminer l'entourage proche de l'ancien souverain, dont fait partie l'unité Surazo. Handun se rend compte que cette perle est l'une des jades divines dont son mentor lui a parlé, sinon le chancelier n'aurait pas le pouvoir de détruire une unité aussi puissante. L'homme se rend compte que la position du jeune roi est extrêmement précaire en ce moment, qu'il est littéralement comme une voile dans le vent et qu'il est en danger tous les jours. Le guerrier voulait faire face aux intrigues de Jusho, mais pour ce faire, il devait réunir les troupes de Surazo et faire revivre le pouvoir royal perdu. Le garçon écoutait l'histoire de Handun, mais ses pensées étaient beaucoup plus étroites. La seule chose que Jinbek voulait faire à ce moment-là était de lancer cette maudite pierre ici même dans le désert. L'homme dit à l'étudiant qu'il n'y a que 48 kilomètres jusqu'à sa destination, et cette information ne plaît pas au garçon, car son chargement est très lourd. Jinbek tente d'insister une fois de plus sur le fait qu'il est un débutant et que ses entraînements sont trop difficiles, mais Handun lui rappelle à nouveau de persévérer. En fait, l'homme voulait tester l'endurance et le sérieux des intentions de ce type, bien que l'exercice lui-même n'ait rien de surnaturel, le guerrier s'était autrefois entraîné de la même manière. Le garçon était bien plus coriace que Handun ne l'avait pensé au départ, ce qui le réjouissait, car l'objectif qu'il s'était fixé était justement d'être coriace. Il se souvenait qu'au cours du combat, le garçon avait utilisé de l'énergie et tiré avec une arme ordinaire. Il était évident que ce garçon n'était pas ordinaire et qu'il possédait un talent caché qui pouvait être développé avec un bon entraînement. Jinbak, épuisé, s'effondra sur le sol comme un sac de grains, incapable de bouger davantage, toutes les forces qui lui restaient ayant été épuisées par ce voyage avec le bloc de pierre lié. Le précepteur annonça alors qu'ils étaient arrivés à Amundsen, et le garçon tordit la tête de surprise. Le temps passa sans qu'il s'en rende compte, car pendant tout le trajet, le garçon s'était concentré sur la pierre. La place était bondée, et la ville elle-même était bien plus grande que là où il avait rencontré l'homme, et bien plus belle, se réjouit le garçon. Alors qu'il était allongé sur le sol, il vit une main se tendre vers lui et fut très surpris de voir que son mentor avait eu pitié de lui et avait même décidé de l'aider à se relever. Sans regarder, il s'avance et commence à le remercier, mais il est surpris lorsque l'homme lève les yeux vers lui. Un homme s'accroupit à côté de Jinbak et lui demande, d'un air satisfait, si le garçon va bien. Le garçon se souvenait que Han-dong lui avait dit que cet endroit avait une situation politique stable et que des étrangers de l'Ouest s'y installaient. Mais il n'avait pas dit un mot sur les vaches géantes. Le guerrier se retourna, vit le visage confus du garçon qui regardait le taureau, sourit et dit qu'il connaissait un endroit ici, et que c'était là qu'ils allaient se rendre maintenant. Le noble est assis sur un tippet ouvert, porté par 4 solides gaillards, probablement ses gardes. C'était monsieur le maire d'Amundsen, et les gens ont salué leur directeur municipal. Il était évident qu'ils avaient de très bonnes relations. Monsieur Yupio était également heureux de voir ses sujets, et les a salués en agitant la paume de sa main, et en secouant la tête dans différentes directions. Han-dong avait faim et était impatient de trouver une cantine où manger le plus vite possible, mais la nature curieuse de son élève ne pouvait pas rester tranquille dans un nouvel endroit, surtout lorsqu'il y avait tant de bruit. L'homme au taureau, qui avait proposé d'aider le garçon, se tenait au bord de la route où avançait le cortège du gouverneur de la ville, et l'un des serviteurs tenait des cloches rouges dans ses mains. L'animal fixe l'objet et réagit instantanément au stimulus chromatique. De plus, les cloches faisaient un bruit extraordinaire, et le taureau a cédé à son instinct et a attaqué l'homme aux cloches. Le propriétaire, qui gardait l'animal attaché, fut étonné de voir le taureau devenir furieux, et ne put l'arrêter car il ne comprenait pas lui-même la raison de l'irritation du taureau. L'animal tire fortement sur le harnais, et le propriétaire ne le retient pas. La corde tombe des mains de l'homme, et le taureau se précipite en avant. Le taureau fonce droit sur le palanquin du city manager, et le visage de Yupio se contorsionne en une grimace de peur. Soudain, un garçon est apparu devant l'animal, il a regardé sans crainte le visage de la bête amère qui courait vers lui. Les paumes du jeune homme dégagent une énergie lumineuse et tourbillonnante. Le type enveloppa l'animal enragé d'une lueur bleue et regarda attentivement ses yeux, qui redevenaient peu à peu normaux. Le taureau s'arrêta docilement près de la paume tendue de l'homme. L'énergie commença à se dissiper, et le directeur de la ville put pousser un soupir de soulagement. Les gens autour de lui regardent avec étonnement ce qui se passe, comme s'ils le voyaient pour la première fois, mais ils ne sont pas surpris que l'homme ait pu arrêter la bête féroce. L'attention de la foule est concentrée sur monsieur Isaac, qui a si habilement dompté le taureau qu'il accepte dignement les éloges et les remerciements de la foule. Et après avoir retrouvé le propriétaire de l'animal, il l'a réprimandé pour avoir emmené le buffle dans un tel lieu public et exposé d'autres personnes au danger, car il aurait pu se retrouver dans une situation calamiteuse. Jinbek fut surpris par ce qu'il vit. Il réalisa qu'il s'agissait également d'arts martiaux, mais il ne pensait pas que cela pouvait être utilisé de cette manière.
D'ailleurs, l'animal n'était pas blessé. Handun se demandait cependant comment cet homme, Isaac, s'était retrouvé avec le chef de la cité. En observant les deux, le guerrier se rendit compte que les deux hommes étaient en assez bons termes. Arrêtant le buffle, Isaac se dirigea vers le tipet où était assis l'administrateur du village et lui demanda si Monsieur Yupio allait bien. Le maire a remercié sincèrement le garçon, l'a qualifié de personne de confiance et a déclaré que, grâce à Isaac, il pouvait continuer à patrouiller dans les rues de la ville en toute sécurité. Nos héros observèrent avec perplexité le départ de la suite du chef et la vie dans la rue reprit son cours normal, prolongeant la merveilleuse journée ensoleillée d'Anmundson. Handun regarda attentivement la silhouette du héros local du jour, Isaac. Toute cette situation le dérangeait et il allait découvrir pourquoi. Jinbeg décida d'interroger son mentor au sujet d'Isaac, qui avait vaincu le buffle. L'expression du visage de l'homme montrait clairement qu'il se connaissait, mais Handun lui jeta un lourd sac de pièces et lui dit d'attendre dans la cour des invités. Promettant de revenir bientôt, l'homme courut après sa vieille connaissance, et le garçon décida qu'il pourrait tout découvrir lorsque le maître reviendrait. Bien que Jinbak soit contrarié par le fait que son frère l'ait laissé seul dans un endroit inconnu, le contenu du sac lui donne confiance. Le garçon est resté seul avec un sac rempli de pièces d'or et était très heureux de sa trouvaille. Jinbak décide que, tant qu'il est seul, il peut faire ce qu'il veut et qu'il a de l'argent. La cantine locale était grande et bondée. On devait y trouver de la bonne nourriture, car les tables étaient occupées par un grand nombre de personnes depuis le matin. Le garçon a commandé un énorme poulet frit et a été très heureux de voir à quel point il était appétissant. L'odeur du plat était encore plus merveilleuse. Avec un appétit sans précédent, le garçon s'est jeté sur la nourriture, fourrant la viande dans ses deux joues et la mâchant avec application. À l'une des tables voisines étaient assis des vieillards qui n'avaient pas encore bu leur première bouteille d'alcool, comme en témoignait le nombre de bouteilles et leur conversation bruyante. Les hommes se poussaient l'un l'autre et réclamaient d'autres boissons, criant bruyamment dans toute la salle à manger. Ils aimèrent boire de l'alcool dans cet endroit et, apparemment, ce n'était pas la première fois que cela se produisait entre eux. Les gens autour d'eux sont scandalisés par leur comportement. Bien que certains parient sur la durée de la consommation d'alcool des vieillards et sur la durée de leur vie, les hommes sont bruyants et attirent beaucoup d'attention. Jinbak a rapidement terminé son repas, mais tout semblait si délicieux, au type de l'endroit qu'il a demandé à ceux qu'on lui commande à nouveau un autre poulet et 2 autres bouteilles de baijiu. La porte de la taverne s'ouvrit, et un voyageur apparut sur le seuil vêtu de longues robes et d'un chapeau à large bord qui dissimulait son visage au regard indiscret des passants. L'homme prit place à la table près des buveurs âgés et se méfia un peu. Il semblait mal à l'aise dans cet endroit et regardait constamment les gens autour de lui. Les commandes étaient si nombreuses que la maîtresse de maison avait du mal à les porter aux tables, à débarrasser la vaisselle sale et à accepter à nouveau les souhaits des invités. L'étranger au chapeau a levé la main et demandé une portion de mandu et une bouteille de baijiu. L'homme ne s'est pas rendu compte qu'il avait accidentellement surpris le grand-père qui tenait son verre de boisson à ce moment-là, mais ce moment gênant a été remarqué par le compagnon du vieil homme, le grand-père lui-même. Le verre, s'entrechoquant bruyamment, est tombé sur la table. La boisson s'est renversée et son compagnon a souri sournoisement et ri bruyamment. Il semblait que quelqu'un avait déjà atteint la condition nécessaire. Il s'avère que les anciens ont fait un pari, et le gagnant est celui qui ne renverse pas une goutte de baijiu. Il a lui-même versé un plein verre de boisson, ce qui a détendu l'ami du grand-père et l'a fait sourire. En attendant le spectacle, les gens autour d'eux tournent leur attention vers la table où les anciens boivent. Ils voient bien que la situation n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air et ils sont tous curieux de voir comment cela va se passer. Le vieil homme qui avait perdu l'argument était en colère. Il n'avait pas envie de s'incliner 3 fois devant sa connaissance, mais bon, maintenant, il allait devoir payer pour son ivresse pendant toute l'année à venir. Le grand-père perdant décide de se venger d'avoir perdu contre l'étranger, car c'est lui qui a empêché le vieil homme de gagner avec sa voix sonore. Il s'approche du jeune homme et commence à lui crier dessus. L'étranger a fait remarquer qu'un homme vêtu d'une robe de moine et se disputant un verre en plein jour semblait ridicule, et a attiré l'attention sur son mécontentement face au bruit excessif, en vain. Le grand-père est devenu furieux parce qu'un jeune homme l'a réprimandé pour son comportement et a commencé à menacer le client du restaurant de représailles, non seulement parce qu'il l'a empêché de gagner le litige, mais aussi parce qu'il s'est imaginé qu'il était un gardien de la morale. L'étranger ne se laissa pas déconcerter et continua à instruire le moine négligent, car ces phrases dans la bouche d'un homme d'un tel rang étaient trop arrogantes, et les moines devraient se comporter avec plus de modestie. Le vieil homme est devenu furieux, a juré d'arracher la langue de l'homme au chapeau et a brandi sa canne, car il n'était pas courant de se faire réprimander par un jeune homme vert cachant son visage sous un chapeau. L'étranger a rebondi sur la table à temps, et la table elle-même a été coupée en 2 par le coup du grand-père.
Les visiteurs de l'établissement ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Le vieil homme était sur une lancée et n'a pas ménagé ses efforts pour donner une leçon au garçon au chapeau. L'homme au chapeau a relevé le défi, disant au grand-père que le coût de la destruction du restaurant serait entièrement à la charge du vieil homme, et qu'il ne devait pas l'oublier et s'assurer qu'il paierait. Une véritable bataille s'engagea à l'intérieur de l'établissement. Le bâton et l'épée s'entrechoquaient, dans un bruit sourd, aucun des deux adversaires ne voulant céder. La propriétaire du restaurant a poussé un cri d'agacement. Elle regrettait d'avoir laissé entrer ce grand-père dans son établissement parce qu'il était ivre et qu'il détruisait maintenant tout ce qui l'entourait. Le compagnon du moine s'est amusé à regarder le combat, notant que l'homme au chapeau avait une bonne position et que le jeune homme savait se servir d'une épée. Il a décidé d'aider une connaissance et un nuage d'énergie a tourbillonné autour du bras du vieil homme. La vague d'énergie frappa l'étranger, le surprenant car le moine qu'il combattait était juste devant lui. Sur le chemin où l'énergie a résolu la barre, des éclats se sont éparpillés sur le sol, puis la barre elle-même, faisant un trou profond dans le sol. Le moine était mécontent de l'intrusion de sa connaissance. Il voulait se battre seul contre le jeune insolent. L'homme au chapeau pensait qu'avec un seul ennemi, il pouvait s'en sortir. Mais avec deux, ses chances étaient proches du minimum. Pour survivre, il allait devoir tout utiliser. Deux lumières rouges s'allumèrent sous les vêtements du voyageur. Une autre voix d'ivrogne retentit d'en haut. Les voyous se figent et se tournent vers lui, titubant, Jinbak s'accrochant à la rambarde. Le garçon cria qu'il était le maître de Murima, qu'il était déshonorant d'attaquer 2 contre 1 et qu'il ne laisserait pas passer cela et se joindrait au combat lui aussi. Les anciens et le voyageur ont regardé le garçon. Ils ont tous pensé la même chose. Le garçon était ivre et racontait n'importe quoi, puis Jinbak a sauté par-dessus la balustrade et est tombé au premier étage. Après être tombé, le garçon reprit ses esprits, regarda autour de lui et ne comprit pas ce qui se passait ici. Tout son enthousiasme d'ivrogne avait disparu, et Jinbak frotta sa tête meurtrie avec sa main. Un grand-père en robe de moine est apparu devant les yeux du garçon. Il pensait que si le garçon ouvrait la bouche, il devrait répondre de ses paroles. Le garçon s'est effondré au son de la voix du moine. En regardant le vieil homme d'en bas, il a trouvé que le garçon était un guerrier fort et râblé, qui sera difficile à vaincre, d'autant plus que le garçon ne connaît rien aux arts martiaux et que les combats habituels ne feront pas l'affaire ici. Jinbak se rendit compte qu'il était en difficulté et essaya de ralentir un peu. Il n'avait aucune envie de se battre contre ces hommes. La simple vue de ces derniers lui disait qu'il était un maître. Le garçon commença à réfléchir activement à la manière d'éviter de se faire battre aussi stupidement par les affaires, et se souvint qu'ils étaient plutôt joueurs, ce qui signifiait qu'ils pouvaient être entraînés dans une querelle sur la consommation d'alcool. Il rappelle aux hommes leur récente dispute et leur propose de parier avec lui cette fois-ci. Les vieillards sont surpris par l'offre et pensent que le garçon a une grosse bosse sur la tête. Jinbak se rend compte que les anciens sont déterminés à le battre. Il prend donc un air narquois et offre le sac de pièces d'or que son mentor lui a donné s'il perd la discussion. L'éclat de l'or attira les hommes, la cupidité commença à briller dans leurs yeux et les vieillards décidèrent qu'ils avaient déjà gagné. Mais le garçon dit que s'il gagnait, les hommes devraient laisser partir l'étranger. Tremblant de peur, le garçon brandit le sac de pièces et attend que les hommes se décident. Ils acceptent, et Jinbak expire de soulagement. Cependant, le deuxième grand-père a ajouté que s'il gagnait, le garçon devrait donner non seulement le sac, mais aussi sa vie, pour qu'il y ait égalité. Ce qui n'a pas plu au garçon, mais il n'y a pas eu de retour en arrière. Le grand-père moine se crispa devant les conditions posées par son ami. Il ne voulait tuer personne, juste prendre quelques jeunes et leur étirer les os, mais les choses prirent une tournure étrange. Jinbak était perplexe. Il n'avait pas pensé à l'alcool le plus fort, il voulait s'en sortir avec l'alcool normal, mais les hommes voulaient terminer le pari rapidement, ne pas boire 4 jours d'affilée. Le moine sortit un sablier et marqua l'heure. 2 tours d'horloge détermineraient le vainqueur, et si les garçons manqués n'étaient pas d'accord et continuaient à dire des bêtises, ils mourraient sur place sans parler. Jinbak se crispa. C'était vraiment quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas quand il avait suggéré de remplacer le combat par une dispute alcoolisée pour de l'argent. Maintenant, il faut essayer de gagner. Le juge de la dispute entre les anciens et le garçon était un voyageur dont la longue langue avait déclenché la querelle. Les serviteurs ont apporté des récipients contenant l'alcool le plus fort et les ont placés devant les participants au duel alcoolique. Les anciens ont avalé avec impatience, ce n'était pas la première fois qu'ils étaient aussi ivres. Lorsque Jinbak ouvrit le tonneau d'alcool, il faillit vomir le poulet dont il s'était gavé, tant l'odeur de l'alcool était répugnante. Convaincu que c'était mieux que de se battre avec de tels experts, le garçon posa ses mains sur le bol. D'autant plus que les grands-parents étaient assez ivres pendant leur dispute personnelle. Les chances de victoire pour le garçon étaient certainement disponibles. Il saisit désespérément la bouteille et commença à boire, car Jinbak était obligé d'essayer de gagner, et s'il ne mourait pas après la compétition, il s'évanouirait définitivement.
L'entourage a été scandalisé par l'alcool que les joueurs ont décidé de boire. On dit qu'après 3 verres d'une telle boisson, leur conscience s'est envolée. Et on a apporté 2 pots aux hommes. Le garçon se rendit compte que la force de l'alcool était prohibitive pour lui. Quelques gorgées de plus, et la gorge de Jean-Bak brûlerait à cause de l'abondance d'alcool, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Il devait boire s'il voulait survivre et vaincre les grands-parents. En même temps, les anciens semblaient apprécier la boisson, disant que c'est ainsi que l'alcool devrait être, fort et puissant. Soudain, l'homme s'est rendu compte que ses yeux étaient en train de nager, que son cœur battait très vite, et qu'il était sur le point de perdre connaissance. Le voyageur qui se trouvait derrière Jean-Bak a observé ces flux d'énergie et a été très surpris. Le garçon rayonnait de l'énergie dorée, sans même s'en rendre compte, essayant simplement de boire le plus possible pour que lui et l'étranger aient une chance de survivre aujourd'hui. L'étranger, mais aussi les grands-parents, ont vu une lueur brillante autour du corps du petit garçon, ce qui les a surpris. Jean-Bak puisait dans son énergie intérieure. Les vieillards ont décidé que ce n'était pas juste. Le moine a couru vers le garçon et a commencé à crier que le garçon était un lâche et qu'il avait pu l'obtenir facilement grâce à sa réserve d'énergie interne. Le grand-père habillé en moine n'arrêtait pas de parler, mais le garçon ne réagissait pas à ses paroles. Le vieil homme était furieux, mais lorsqu'il a touché le garçon, il a vu que quelque chose n'allait pas. Il s'avéra que Jean-Bak avait accidentellement commencé à absorber l'énergie du moine, ce qui avait choqué son grand-père et suscité l'intérêt de sa connaissance. Les hommes ont observé la loi d'absorption en action, et n'ont pas pu comprendre comment ils avaient pu voir le talent de ce garçon avant la controverse. Le moine a essayé de repousser la main du garçon, mais rien n'y a fait. Elle était comme collée à l'épaule du garçon. L'homme n'était pas d'humeur à plaisanter, il avait peur, mais sa connaissance lui a donné le bon conseil. Pour se sauver, le grand-père a dû s'avouer vaincu et a crié à tue-tête que le gars avait gagné la dispute, mais celui-ci a rangé la bouteille d'alcool et a cessé d'absorber de l'énergie. Jean-Bak entendit les paroles du vieil homme. Il ne comprenait pas très bien ce qui se passait, mais le fait qu'il avait gagné, il l'entendit clairement. Il retira la cruche de sa bouche, et au même moment, le grand-père fut repoussé avec force. Le moine s'est éloigné du garçon, ne s'attendant pas à ce que le recul de la réception soit si puissant qu'il ne pourrait pas se tenir debout. Cette expérience, il ne l'oubliera pas et ne touchera plus jamais l'adversaire autour duquel le flux de puissance s'écoule. Les clients du restaurant s'attendaient à un spectacle, mais ils ne pensaient pas que la fin de l'homme irait si loin et que quelqu'un serait blessé. Le voyageur regarda le garçon avec surprise pour voir qui était vraiment son sauveur, et qu'il le soit ou non, il ne pouvait pas comprendre comment ce jeune homme pouvait utiliser sans le savoir une technique aussi puissante dans une simple dispute autour d'un verre. Jean-Bak, quant à lui, est littéralement défoncé par l'alcool qu'il a bu pour la première fois de sa vie et qu'il commence à regretter, et n'a pas encore atteint la cour des invités où son mentor l'a orienté.